Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition décalée d'à peu près 40 minutes en raison de la retransmission du match Sénégal-Soudan, un match comptant pour les 8e finales de la CAN Maroc 2025. Tout de suite, le sommaire. Dans ce journal, un suivi de la situation dans les zones impactées par de fortes pluies depuis hier, entre 80 à 100 mm dans la province d'Essaouira. Les autorités sont à pied d'œuvre pour désengorger des réseaux d'assainissement. Objectif, prévenir d'éventuels dégâts. La vie suit son cours normal. Reportage dans un instant. CAN Maroc 2025, c'est parti pour la première phase à élimination directe. Après une phase de groupe mouvementée et passionnante de bout en bout, les Lions de l'Atlas auront pour mission demain de confirmer leur statut de favori et se hisser en quart de finale. Ce sera au menu de notre chronique CAN avec Boubkar Nabrit et son invité Alexandre Chayol. Puis vous aurez rendez-vous avec votre escale culturelle hebdomadaire. Elle sera tout en musique avec un spectacle de Samar inédit dirigé par le musicologue Nabil Ben Abdjilil. Une œuvre spirituelle écrite dans la langue de Shakespeare et portée par le concours de 70 artistes. Le musicologue Nabil Ben Abdjilil sera l'invité de l'escale. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume du Maroc affirme suivre de près et avec grand intérêt les derniers développements dans la République sœur du Yémen, réitérant de par sa conviction des fondements du droit international et des principes de bon voisinage et de respect de l'intégrité et de la souveraineté des États, son soutien inébranlable à l'unité nationale de la République sœur du Yémen et à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, ainsi qu'aux droits du peuple yéménite à la sécurité et à la stabilité. Partant de son engagement ferme à consolider la stabilité dans la région arabe, le Maroc réaffirme son rejet de tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire du Yémen, ainsi que son soutien à toutes les initiatives visant à apaiser la situation au service de la sécurité et pour garantir la stabilité de tous les pays de la région. C'est ce qu'indique encore le communiqué. À cet égard, le Royaume exhorte toutes les parties concernées à demeurer attachées au dialogue afin de parvenir à une solution politique globale sous l'égide de la légalité internationale de manière à préserver l'unité et la souveraineté de la République du Yémen et à satisfaire les aspirations de son peuple frère à une vie digne et à une stabilité durable. Fin de citation. Un début d'année bien arrosé, gros épisode pluvieux en vue ce soir et demain. Retenez ce nouveau bulletin d'alerte de vigilance rouge qui met en garde contre de fortes pluies, parfois orageuses, à Inzganait Meloul, Chtokaït Baha, Agadir, Daoutanan, Taroudan et Sabira. Des provinces où les hauteurs de pluie attendues frôleront les 100 mm. Ces mêmes précipitations déborderont vers Safi, Chichawa, Sidi Bnour, Khnifra, Youssoufia, également du côté de Tiznit, El Haouz, Khorib, Gastat, Azelal, Bnimlal et El Jadida, avec des cumuls prévus de l'ordre de 30 à 55 mm. Le temps restera également pluvieux jusqu'à demain midi sur la côte centre à Rabat Salé, également du côté de Hamna, et ça se poursuivra jusqu'au lundi dans le nord du royaume avec des cumuls assez conséquents qui atteindront les 80 mm. Le vent est également de la partie, il soufflera fort sur les 2 tiers du royaume. Enfin, l'épisode neigeux persiste en altitude à partir de 2000 mètres. Des flocons saupoudreront jusqu'au lundi 23h les provinces de Midelt, Tinrer, Azelal, Ouarzazat, El Haouz et Taroudan, encore Chichawa. Le ciel reste donc perturbé à travers le royaume, l'une des provinces où la pluie est battante depuis vendredi soir, et Sabira où les opérations sur le terrain s'enchaînent afin d'évacuer les eaux pluviales. Si aucun dégât matériel n'a pour l'heure été signalé, la mobilisation des autorités locales ne faiblit pas pour prévenir d'éventuelles inondations et préserver les infrastructures et la voirie. Reportage à Blerni Tahraoui avec le commentaire de Sophia Fagroud. Droit dans ses bottes, ce vendeur de bananes continue de pousser son chariot, même à contre-courant. À Essaouira, de fortes pluies se sont abattues au cours de ces dernières 24 heures. Un bulletin d'alerte de niveau de vigilance rouge a été déclenché pour toute la province. En ville,
Les automobilistes peinent à se frayer un passage sur une chaussée submergée. Mais les agents de la société régionale multiservice ne sont jamais loin. Ils s'emploient à désengorger les réseaux d'assainissement mis à rude épreuve par ces intempéries. Les autorités locales de Souera se sont mobilisées pour nettoyer et débloquer les réseaux d'assainissement. Mais les pluies ont été très importantes. Dans notre quartier, par exemple, l'eau a envahi la chaussée et j'ai dû emprunter les ruelles pour sortir de chez moi. Au quartier industriel, commerçants et habitants avaient pourtant pris les devants, érigeant des digues de fortune devant leurs portes pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Mais grâce à une mobilisation renforcée des services concernés, les dégâts ont pu être évités. Dans le quartier industriel, quand il pleut, l'eau arrive jusqu'aux portes de nos ateliers. Aujourd'hui, les voies ont été désengorgées pour permettre aux clients d'arriver jusqu'à chez nous. Aujourd'hui, il y a eu une intervention des services de la Société régionale multiservice. Avant, l'eau nous envahissait, mais plus maintenant. J'espère que le problème sera définitivement réglé dans le futur. Enfin, les alizés qui font habituellement la réputation de Souera ont cédé la place à de fortes rafales de vent de 85 km/h. Mais sous un ciel plombé, de rares silhouettes bravent encore les éléments en marchant face au vent. Et c'est sous ces mêmes pluies réjouissantes, il serait difficile de le nier, que ce jour, le tournoi footballistique le plus en vue du continent. Un vent de fraîcheur souffle sur cette CAN Maroc 2025 depuis 14 jours déjà, sans éteindre la ferveur des supporters. Les huitièmes de finale débutent ce soir et tous les favoris sont au rendez-vous. Le Sénégal vient de prendre le dessus sur le Soudan, 3-1. Plus tard dans la soirée, ce sera Mali, Tunisie et le Maroc abordera demain ce nouveau tour avec les faveurs des pronostics. Ils devront tenir tête aux Tanzaniens, une phase décisive que l'on va tout de suite décrypter dans notre chronique spéciale CAN ici en compagnie de Boubkar Benrebret et son invité Alexandre Chayol. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors c'est parti donc pour cette première étape à élimination directe. 8 rencontres étalées sur 4 jours. Il faut dire que le droit à l'erreur n'est plus permis, surtout pour le 11 national qui devra honorer ce 4e rendez-vous et se hisser en quart de finale. Il faut dire, Mariam, que la CAN est entrée aujourd'hui dans une phase, nouvelle phase, à élimination directe, donc celle des huitièmes de finale. Vous le disiez à l'instant, donc le Sénégal a pris le dessus sur une courageuse équipe du Soudan, malgré le score de 3-1. Et ce soir, grande affiche, Tunisie face au Mali. On va s'intéresser aux Lions de l'Atlas qui doivent, vous le disiez, confirmer donc leur statut de favori. Ils affrontent demain les Taifa Stars de Tanzanie. En conférence de presse ce matin, le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé que la sélection marocaine respecte son adversaire et fera tout son possible pour éviter toute mauvaise surprise. Zakaria Moukhinbillah revient sur les principaux axes de la conférence de presse. Confiance, détermination et humilité, c'est ce qui ressort de cette conférence de presse d'avant-match de Walid Regragui. Sur des capacités de ses joueurs, le sélectionneur national affirme son ambition de gagner la 8e de finale de la CAN, qu'il opposera demain à la Tanzanie. Pour le coach des Lions de l'Atlas, le jeu de la sélection marocaine peut désormais compter sur une multitude d'individualités, de même que sur la cohésion de groupe. Évoquant le cas d'Achraf Hakimi, le sélectionneur a souligné que le ballon d'or africain est un prêt pour prendre part complètement aux rencontres, alors que Hamza Igaman est sur la bonne voie de rétablissement. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps et qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir. Il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide. Et on a le choix. Aujourd'hui, j'ai bâti cette équipe avec le staff et aussi avec les joueurs pour qu'on ait justement le moins de surprises possible, qu'on puisse s'adapter.
Staff technique et joueurs en sont convaincus. Cette CAN est la compétition de l'humilité. Walid Regragui veut aborder match par match. Même si les Lions de l'Atlas sont donnés favoris, la Tanzanie est une équipe qui a grandi durant la compétition. Mais ce sera sans compter sur les capacités du Maroc à presser sur l'adversaire. On va tomber sur une équipe de Tanzanie qu'on connaît très bien. On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Avec toute l'humilité, comme je l'ai dit, et le respect qu'on doit à cette équipe. On sait que ça va être un match difficile, comme toujours. Et on espère bien sûr gagner ce match pour passer en quart de finale. On sait qu'on est favori dans ce match. Mais comme l'a dit le coach, comme je l'ai dit aussi, il faut qu'on aborde ce match avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie. Et c'est pas de se focaliser sur l'adversaire, mais uniquement sur nous-mêmes. Encore une fois, les joueurs marocains pourront compter sur les supporters. Durant les 3 rencontres de la phase de groupe, le public a été un vrai catalyseur pour pousser les joueurs à remporter la victoire. Pour la rencontre de demain également, le 12e homme sera au rendez-vous pour supporter les Lions de l'Atlas. Les 2 premiers matchs, je m'étais plaint un peu de l'ambiance au stade. Au 3e match, ils ont répondu présent. Et les joueurs l'ont ressenti et me l'ont fait savoir. Donc voilà, on remercie vraiment nos supporters. On sent qu'ils sont derrière nous. C'est pas le moment aujourd'hui d'aller à gauche, à droite. On doit être tous soudés. On a un objectif commun. Et comme je l'ai dit, Inch'Allah, on va gagner tous ensemble. Et merci à tous les Marocains du monde qui sont derrière nous et qui nous soutiennent. Et bravo à ceux qui étaient au stade le dernier match. L'équipe nationale a terminé en tête de groupe A avec 7 points, obtenus en 2 victoires face aux Comores et à la Zambie et un match nul devant le Mali. De son côté, la Tanzanie s'est qualifiée en tant que meilleur 3e du groupe C. Rendez-vous demain au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat à partir de 17h. Plus de 3800 journalistes couvrent l'événement, un record enregistré lors de cette 35e édition de la CAN. Avec nous ce soir sur le plateau, Alexandre Chayol, journaliste à Foot Mercato. Alexandre, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Alors avant de parler un petit peu du Maroc et de la rencontre de demain face à la Tanzanie, la CAN Maroc 2025, c'est assurer une diffusion planétaire sur les chaînes des 4 coins du monde. Qu'est-ce qui explique cet engouement sans précédent ? Moi, je peux l'expliquer du point de vue français, en tant que Français. Cet engouement en France, il est énorme, parce qu'il faut savoir que nous, déjà, on a une diaspora africaine très importante en France. Mais là, cette CAN au Maroc, avec ses infrastructures, ces technologies dans les stades, les équipes africaines qui sont en pleine émergence, progression, même pour les petites sélections, entre guillemets, ça a donné un regain à la CAN. Et en France, elle est ultra suivie, cette CAN, non pas que par les Français qui sont d'origine africaine, mais aussi par les Français qui peuvent avoir des origines africaines, européennes, excusez-moi, ou pas d'origine tout simplement, et c'est ça la plus grande force de cette CAN vue de France pour moi. Alors le Maroc entamera donc son 8e de finale demain face à la Tanzanie. Votre regard tout d'abord sur son parcours, le parcours des Lions de l'Atlas depuis la première rencontre face aux Comores. Ce parcours des Lions de l'Atlas, il est compliqué parce que certains le jugent avec ce nul face au Mali comme un échec. Voilà. Mais moi, je vois pas d'échec. Je vois justement une équipe qui a appris à ne pas gagner tous ses matchs. Et une équipe qui s'est réveillée lors du 3e match face à la Zambie. Et c'est très important. Peut-être que si le Maroc avait gagné les 3 matchs, ils auraient eu peut-être un excès de confiance pour aborder les matchs comme ça face à la Tanzanie, par exemple, lors de ce 8e de demain. Et je pense que ce nul face au Mali, il a apporté beaucoup à l'équipe dans la mentalité, savoir comment jouer face à d'autres types d'équipes. Peut-être que le nul face au Mali, ça a fait du bien ? Exactement, pour moi il a fait du bien, parce que justement il te montre que tu n'es pas forcément une équipe qui peut battre tout le monde facilement. Ça te remet un peu dans l'humilité, comme en parle Regragui en conférence de presse aujourd'hui. Et pour moi il y a plus de positif que de négatif, et je reste très confiant pour le Maroc. Ça permet à Walid Regragui, ça a permis à Walid Regragui de revoir ses cartes, et le résultat est aujourd'hui là, puisque nous sommes en 8e de finale et espérons bien entendu décrocher le trophée. Nous allons en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous. Dans le cadre de leur préparation du match contre la Tanzanie, les Lions de l'Atlas ont effectué hier au complexe Mohamed VI de football à Marmora une séance d'entraînement. Cette
cette séance a permis au staff technique de travailler sur plusieurs aspects, aussi bien physiques que tactiques, tout en maintenant un bon rythme et une intensité adaptée à cette phase de la compétition. La motivation est maximale. Seule une victoire permettra le maintien en course vers le sacre continental. Je vous propose d'écouter à présent les déclarations des joueurs Sofiane Rahimi et Elias Akhoumache. Nous espérons apporter quelque chose en plus et faire la joie des supporters marocains qui attendent un sacre. Le coach nous incite à travailler tous les jours et à privilégier l'équipe. Nous faisons tout pour gagner cette coupe. Nous demandons aux supporters de nous encourager jusqu'au bout. Les huitièmes de finale ont donc démarré aujourd'hui avec la rencontre Sénégal-Soudan qui s'est terminée par la victoire du Sénégal sur le score de 3-1 après avoir été mené au score durant le premier quart d'heure de la partie. À l'affiche de ces huitièmes de finale, donc une logique est plus ou moins respectée. Les grands du football africain restent en lice pour la suite de la compétition. Alors Alexandre, est-ce que vous vous attendiez à une rude bataille pour décrocher le titre continental? Le Maroc a du chemin à faire, mais ça ne sera pas facile. Ça sera loin d'être facile parce que rien que le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, présente encore une très belle équipe. Et puis on a plein d'autres équipes. Le Sénégal a un tableau peut-être plus ouvert que le Maroc, un peu plus facile, entre guillemets. On l'a vu aujourd'hui, ils ont eu quelques difficultés, mais ça passe. On a l'Algérie, on a le Congo, on a énormément d'équipes qui peuvent jouer le titre. Et je pense que c'est une CAN très ouverte. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu dans les CAN que j'ai pu connaître une CAN avec autant d'équipes qui peuvent gagner le titre. Même si j'en vois une devant les autres, le Maroc, je pense pays organisateur, pays hôte qui joue à domicile, mais je vois quand même beaucoup d'équipes qui sont capables de gagner la CAN et c'est rare. Souvent on va en sortir 2, 3, 4. Là peut-être que 6 équipes, 7 équipes peuvent être il y a le Maroc, il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, il y a l'Égypte, il y a la Côte d'Ivoire, Algérie, Congo, Nigeria aussi. On peut la RDC, il ne faut pas l'oublier aussi. On a vraiment beaucoup d'équipes, même si certaines peut-être comme le Maroc et le Sénégal pour moi sont vraiment les deux favoris de la compétition. Je vois quand même une concurrence très rude et quand on voit le parcours potentiel que le Maroc peut avoir pour aller au bout, on se dit que c'est loin d'être fait et loin d'être facile. Les huitièmes de finale ouvrent donc la phase à élimination directe. Aujourd'hui, donc, nous le disions à l'instant, le Sénégal a battu le Soudan 3-1 au Grand Stade de Tanger. Le match aussi important ce soir, Mali-Tunisie, ça sera au stade Mohamed V, au complexe Mohamed V de Casablanca. Ce sera à partir de 20h. Dimanche, demain, bien entendu, le match Maroc-Tanzanie au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat à 17h. Et plus tard, dans la soirée, toujours Rabat, l'Afrique du Sud croisera le fer avec le Cameroun. Ça sera au stade El Medina à 20h. Alors Alexandre Chayol, on revient donc à vous. La CAN 2025 ne se limite pas seulement au succès sportif, mais englobe également, nous le disions, la préparation logistique, la qualité donc des infrastructures et surtout la capacité des villes donc hôtes à gérer un afflux massif de supporters et de médias qui a dépassé donc toutes les attentes. Comment vivez-vous cette Coupe d'Afrique des Nations au quotidien ? J'ai la chance. Sachant, et vous me l'avez dit hors antenne, que vous êtes déjà venu avant la Coupe d'Afrique, avant le démarrage de la Coupe, et vous avez visité déjà plusieurs villes, et vous avez vu déjà des terrains en construction et qui sont aujourd'hui finis et abritent les rencontres de la CAN. Ce qui est fort et ce qui est joli dans l'histoire, c'est que j'ai pu voir les travaux qui ont été faits et le produit final, le résultat. Et ça, c'est encore plus beau parce que quand on a la chance de voir, on nous en parlait, j'ai pu visiter avant, comme vous l'avez dit, avant la CAN. Et aujourd'hui, quand je regarde la CAN, je vois tout ce qui a été mis en place et je vois pour le moment un gros succès dès que j'allume ma télévision, dès que je me rends au stade. Et c'est assez cool de voir ça.
de voir une compétition aussi bien gérée et surtout avec un spectacle qui est au rendez-vous. Moi j'attendais le spectacle bien évidemment, les infrastructures, je pense que quand je me suis rendu au Maroc plusieurs fois, je me suis dit qu'il n'allait pas avoir de soucis sur ça, au niveau des stades, de tout, comment les joueurs sont accueillis. D'ailleurs j'ai pu réaliser pas mal d'interviews avec certains joueurs avant la CAN en préparatif, quand ils étaient arrivés dans leurs hôtels, et tous m'ont fait de super retours en disant qu'ils étaient au top. Et je pense que si les joueurs sont au top, les supporters sont au top, les journalistes sont au top, et qu'il manque plus que le spectacle, le ballon soit bon au fond des filets, tout le monde est content. Ce qui est au top aussi, ce sont le nombre de buts inscrits jusqu'à aujourd'hui. Il y en avait 87, il y en a 4 aujourd'hui, Sénégal. Donc ça, on est à 91 buts, c'est important. C'est important parce que l'essence même du football, ça reste le but. Les gens vont au stade pour voir des buts. C'est bien beau les dribbles, les passes, mais on vient pour voir des buts. Et quand les buts sont au rendez-vous, je pense que tout le monde est content. Après, peut-être que certains coachs un peu qui jouent sur la défensive sont moins contents. Mais pour les supporters et pour les amoureux de football à travers le monde, parce que la CAN ne se limite pas à l'Afrique, tout le monde est content. Et qu'est-ce qui fait qu'on a autant de buts? C'est l'infrastructure, c'est la pelouse. Il a plu pendant une dizaine de jours et vous l'avez remarqué, la pelouse est restée intacte. Ce qui est fort, c'est que on a, je pense, pour la première fois, une CAN avec des terrains exceptionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une CAN qui, pour moi, quand je vois la qualité des terrains rivalise avec l'Europe, je vois une CAN qui peut dépasser des fois l'Europe au niveau des terrains, de la qualité des terrains. Les pelouses restent toutes splendides et malgré la pluie, malgré la boue, tout ce que vous voulez aux alentours, quand on rentre et quand on voit les pelouses, elles sont toutes intactes et forcément le jeu demande une pelouse intacte. Aujourd'hui, l'Afrique regorge de grands talents qui font partie des meilleures équipes européennes. Je ne vais même pas les citer parce qu'il y en a tellement. Et ces talents, pour les mettre dans les meilleures dispositions et pour qu'ils puissent jouer leur meilleur football, il faut les meilleurs terrains. Alexandre Chayol, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste à Foot Mercato. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à tous. Dans une ambiance donc festive, les supporters venus de tout le continent vivent pleinement l'esprit du tournoi entre chants, danse et spectacles colorés. Voici quelques impressions recueillies par nos équipes aux abords des stades. Dans le plus grand fair play. Franchement, la CAN a été bien organisée, avec beaucoup de joie. On fait aussi avec beaucoup d'instructeurs qu'on fait. Franchement, nous, on est contents d'être ici, de venir soutenir nos pays. Organisation, c'est bien, c'est bien. Il est bien organisation. Ouais, avec le Maroc là. Vraiment, vraiment. Vive le Maroc, vive le Mali. C'était magnifique, ils ont la capacité d'organiser la Coupe du Monde. Maroc, l'organisation est impeccable. Impeccable, vraiment, ils sont accueillants. Franchement, les Marocains, ils ont géré la CAN. Franchement, c'est propre. Hein. Bonne ambiance et tout. Pronostic, on espère gagner. Le stade, il est propre, tout est propre. Non, franchement, trop bien fait. Franchement, super accueil. Vraiment, les Marocains, 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10. Donc, vraiment trop contente. Et on a été très très bien accueillis par le Maroc. Et on remercie les Marocains pour cet accueil. L'organisation se passe très très bien. Là, au niveau de la sécurité, tout se passe bien. J'ai été un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à ça, mais franchement, au niveau organisation, c'est parfait. Et puis l'accueil aussi, un accueil chaleureux que les Marocains nous servaient à tout le monde, à tous les pays qui sont venus au Maroc. Et puis au niveau des stades aussi, c'est incroyable. Donc les stades, ils sont voilà, rien à dire, c'est 10 sur 10, les stades que j'ai participé au match. Au niveau accueil, le Maroc nous a trop bien accueillis. Au niveau infrastructure, nickel, les terrains parfaits, l'accueil. L'organisation impeccable, l'accueil et les Marocains sont d'une gentillesse. Rien à dire, on est bien reçus, on mange bien, tout le monde est adorable. Au niveau de l'ambiance, les Comoriens, on est là, on s'est déplacés de partout. L'énergie et la ferveur africaine sont toujours là. Et effectivement, avec ses supporters, le Maroc gagne donc cette Coupe d'Afrique. Avec l'ambiance, un 12e homme qui est très présent. Le trophée le 18 janvier. On l'espère tous. Alors merci à vous pour ce tour d'horizon et on se donne rendez-vous demain pour le match donc Maroc-Tanzanie.
Et comme tous les samedis, c'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Ce soir, nous faisons immersion dans les coulisses d'une création musicale inédite sous la direction du musicologue Nabil Benabdjilil, un spectacle de Sama' d'exception. Cette œuvre singulière à la croisée de la spiritualité et de la musique contemporaine a rassemblé pas moins de 70 artistes de tout horizon au cœur de l'Institut de formation des imams. Le texte signé Ahmed Tawfiq, parrain de cette création, irrigue l'œuvre de sa profondeur poétique et philosophique, déjà révélée en 2018 et 2019 dans sa version française. Cette partition scénique renaît aujourd'hui dans une écriture anglaise, offrant un nouveau souffle et une autre résonance. Je vous laisse écouter. Et le musicologue Nabil Benabdjilil est avec nous ce soir pour nous rapprocher de cette expérience musicale assez singulière dans l'art du Sama'. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir, bonsoir. Alors vous nous présentez ce soir une composition d'envergure alliant modernité et art sacré du Sama'. Parlez-nous de la genèse de cette œuvre. Très bien. Donc en fait, la matrice première de cette œuvre n'est autre qu'un très beau poème écrit par le professeur Ahmed Tawfiq, bien avant 2018, j'imagine. Après, il a eu l'idée lumineuse de faire une sorte de mouloudia en langue française. Et donc, avec toute la portée symbolique, philosophique, soufie, spirituelle que vous avez précisé. Mais comment faire cela dans un langage musical qui prend ses racines dans le Sama' et le Madih marocain, mais pour voler vers l'universel. C'est ça l'idée de départ. Et donc, il a fait appel à deux personnes. Professeur Mohamed Tahmi Al-Harraq, grand spécialiste du chant soufi marocain et du Sama', et à ma modeste personne, en tant que garant quelque part, connaisseur des deux langues, mais également des deux traditions musicales. Et donc nous avons travaillé au départ, déjà Mohamed Tahmi Al-Harraq et moi-même, et déjà comment dire, ne rien oublier de la forme de la mouloudia elle-même, c'est-à-dire les toboué, autrement dit les modes musicaux qui existent dans cette mouloudia d'origine, comment prendre la forme à partir des modes qui existent là, déjà. Et ce projet musical, vous l'avez d'abord exécuté en 2018 et en 2019 en langue française. Désormais, vous lancez la création anglaise. Cela traduit-il une volonté délibérée de s'adresser à un public plus international? Oui, d'accord. Donc ici, peut-être, il faudrait rappeler certaines choses. Déjà, le fait
de chanter l'amour du prophète chez le peuple marocain, ça n'a rien de folklorique et ça n'a rien de tout simplement sentimental. C'est quelque chose qui est dans les génomes, non seulement culturels des Marocains, mais dans le génome spirituel, même dans le génome politique, de l'histoire politique du Maroc. Vous voyez, et donc c'est social, donc c'est très ancré. Et le fait qu'on chante l'amour du prophète dans des langues universelles, ça va avec la logique du Coran lui-même. Le fait qu'on parle, que tous les peuples du monde parlent différentes langues, peut-être, je ne sais pas combien de langues, ça témoigne de la grandeur de Dieu. En plus, n'oublions pas qu'il y a des populations européennes et asiatiques qui se sont inspirées de l'âme même du Madih et du Sama' marocain, qui sont inspirées de cela en faisant des chants à la gloire du prophète dans leur propre langue. Donc ça n'a rien de vraiment, comment dire, de complètement nouveau, hein, d'accord. Mais en fait, là, je dois dire également qu'on a quand même traduit le texte. Donc la traduction du texte, ça s'est fait premièrement grâce au professeur Saber El-Asri, dans un premier temps. Puis il a fallu adapter cette traduction d'un point de vue rythmique, d'un point de vue syllabique, au chant. Donc là, j'ai intervenu, et puis la chanteuse soliste également a intervenu, Lazine Bafilal, qui a fait un très très beau travail. Tout à fait. Donc oui, et pour répondre à votre question d'un point de vue plus direct, alors je dirais que oui, la langue anglaise est une langue plus internationale. Bien sûr, là, on cherche les musulmans anglophones, mais également tous les anglophones du monde. Vous nous parlez justement de toute cette harmonie créée entre les différents artistes qui ont participé à ce projet. Ils ne sont pas moins de 70 artistes à s'être partagé la scène. Pouvez-vous nous décrire un petit peu le défi de créer justement cette harmonie entre les artistes d'un côté et la dimension spirituelle du Sama' et toute la mise en scène moderne que vous avez organisée? Alors déjà, vous voyez dans ce que vous avez le petit passage qu'on a vu, il y a déjà le chœur Majmou'at Dakirin Lil Madih au Sama' des hommes, et en face vous avez un chœur polyphonique féminin, donc qui chante normalement les requiem, qui chante les messes, qui a même accompagné l'orchestre. Et en face, il y a deux instruments de musique, deux ensembles instrumentaux de musique. Il y a la partie brasse, la partie cuivre de l'orchestre symphonique, plus la flûte avec piano, et puis à droite vous avez le tart oriental, c'est-à-dire les instruments traditionnels. Alors, comment la création s'est faite, déjà j'ai parlé un tout petit peu de la forme, donc moi-même je me suis inspiré des mélodies traditionnelles. J'ai également écrit des mélodies dans le style traditionnel, là ça relève de l'intertexte en littérature quelque part, parce qu'on ne fait même pas attention, mais en fait c'est une mélodie nouvelle, et j'ai créé dans le cadre de ma formation d'origine, qui est la musique classique contemporaine, et en laissant également la place à l'expression du Madih dans son état pur et dur. Et ce qui était magnifique, c'est qu'à un certain moment, quand il y avait le chant choral, c'est pas seulement les professionnels, disons entre guillemets, du chant choral qui l'ont fait, c'est également les chanteurs traditionnels qui sont rentrés, donc voilà, se sont entremêlés. Tout à fait. Alors comment vous envisagez l'accueil et la résonance surtout de cette œuvre profondément ancrée dans la spiritualité de Marocains auprès d'un public nouveau, on va dire non familier avec le Sama'? Vous savez, il y a des non familiers, autant qu'avec le Sama', qu'autant qu'avec le côté contemporain moderne de la chose. Mais je crois que pour le moment, sincèrement, je crois que le pari a été gagné. Sincèrement, parce que on a trouvé du plaisir de part et d'autre d'aller vers l'autre rive qui est en face. Voilà. Je vous remercie Nabil Benabdilil de nous plonger au cœur de cette création artistique tout à fait inédite. Merci d'être parmi nous. Je vous en prie. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al Moula.